dimanche, ce tour de raison de l'actualité démarre à Akradio, dans la région des Grands Ponts. L'église méthodiste de ce village de Dabou prie pour la paix en Côte d'Ivoire, le pays qui s'apprête à élire son président dans quelques mois seulement. Les responsables de l'église ont dressé le bilan de leurs activités en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le Qatar et la Côte d'Ivoire regardent dans la même direction à la faveur d'une visite d'une délégation d'hommes d'affaires ivoiriens conduite par le ministre des Affaires étrangères Léon Kakou Adom, avec à ses côtés la ministre Nassileba Touré à Doha au Qatar. Un important mémorandum d'entente a été signé entre les chambres de commerce ivoiriennes et qataries. Et puis les projecteurs de l'actualité braqués ce soir également sur un maître d'hôtel. Personnage atypique, passionné par son travail, un collectionneur de pins, vous allez le voir. Il n'hésite pas à les accrocher tous sur son costume de travail. Coup de projecteur dans quelques instants seulement. Bonsoir à toutes et à tous. Avec son approche pastorale centrée sur la formation spirituelle des fidèles, ses cultes religieux et ses activités sociales, l'église méthodiste, en l'occurrence celle d'Akradio, dresse son bilan annuel. En présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, les fidèles ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Abdoulaye Koné et Lourisha Dangon. Eu égard à l'année électorale 2025, la communauté de l'église méthodiste d'Akradio a confié ce dimanche la Côte d'Ivoire tout entière au lien fraternel du bon Dieu. C'était au cours du synode de la réconciliation et du confort. En même temps que nous prions pour ces changements qui doivent s'opérer dans la vie de notre église, nous sommes citoyens de ce pays et l'actualité du pays aussi, c'est que cette année est une année électorale. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne le président voulu par lui-même pour gouverner, pour conduire les destinées de notre pays au nom de Jésus. Au cours de ce synode, le 19e du genre du district de Dabou, des offrandes ont été faites pour le développement de la communauté. Le ministre délégué au sport, Mech Adjesilas, a annoncé les dons du chef de l'État à hauteur de 13 millions de francs CFA, dont 10 millions pour aider à la rénovation du temple. Présidant la cérémonie, le Premier ministre a partagé un message de paix, inspiré de la foi en Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons un seul Créateur, Dieu souverain, créateur des choses visibles et invisibles. Donc nous sommes réunis comme un seul homme, parce que nous regardons tous dans la même direction. Que Dieu soit célébré pour la gloire de son nom au milieu des hommes. Nous comptons sur les prières de l'Église pour que la Côte d'Ivoire soit un pays merveilleux, où tous les Ivoiriens, les uns les autres, s'embrassent, se considèrent les uns les autres et donnent aux générations futures la chance d'avoir un très grand et beau pays. La puissance de Dieu dans la mission d'évangélisation, c'était le thème de cette assemblée qui coïncidait aussi avec le 40e anniversaire de l'autonomie de l'église méthodiste d'Akradio. On reste dans la région des Grands Ponts, toujours la paix au centre des échanges. L'Union des associations féminines de Grand Laou a réaffirmé son engagement pour la paix sous les regards du ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes, l'OS et Saint-Vincent, Malika Koulibaly. Les femmes de la région des Grands Ponts ne veulent pas rester en marge de l'élan de cohésion sociale et du vivre ensemble prôné par le président de la République Alassane Ouattara. D'une seule voix, elles disent oui à la consolidation de la stabilité en cette année électorale. Nous entendons beaucoup de choses de chaque parti politique. C'est en cela que le bureau de l'Union des associations féminines s'est assis et a réfléchi pour dire qu'il faudrait que nous exhortons nos mamans, nos sœurs à la cohésion, la paix et le développement de Grand Laou. Nous lançons un appel à toutes les populations de Grand Laou et que pour cette année électorale, on ne participe à aucun incident pendant les élections et que tout se passe dans la paix et tout se passe dans la cohésion. Parce qu'ici à Grand Laou, nous sommes une seule famille. La paix, c'est un bien cher à tous les patriotes qui manifestent l'amour pour leur pays.
C'est le cas pour Akassaï Lazare, l'une des figures de proue qui milite activement pour la paix en Côte d'Ivoire. À ses côtés, le ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes, l'Ouest Essom Vincent, qui ne manque pas d'encourager les actions de promotion de la paix dans la région des Grands Ponts, favorable au développement durable et harmonieux. La paix, c'est le préalable au développement. Et le président Alassane Ouattara est viscéralement attaché à la paix. La paix qu'il a instaurée depuis 2011 continue de perdurer en Côte d'Ivoire. Nous avons l'obligation de l'aider à poursuivre dans cette voie. Il faut que nous l'encadrions, que nous collaborions de manière à ce que nous consolidions d'année en année la paix en Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, l'Union des associations féminines des Grands Laous a bénéficié d'importants dons en vivres et en non-vivres de la part du ministre-gouverneur, le parrain du jour. Les élus et surtout le maire Ali Sissoko ont pris part à cette grande mobilisation. Et justement, avant la présidentielle, c'est la mobilisation des militants au cours d'une rencontre tenue à Dimbokro. La coordination régionale RHDP du NZI met en mission tous les militants. Konaté Moussa. La coordination RHDP de la région du NZI poursuit ses actions de mobilisation pour 2025. À Dimbokro, les militants et les responsables locaux du parti sont invités à s'unir pour la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Au regard de tout ce qui a été fait, au regard de tout ce qui est visible, il n'y a pas de raison que nous ne soutenions pas le candidat. Le candidat naturel de notre parti, c'est le président Alassane Ouattara. Donc on les a mis en mission, les militants ont été mis en mission dès à présent pour passer la bonne nouvelle. Notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Et donc nous avons chargé chaque militant d'aller porter cette information dans tous les coins et recoins de notre région. Et surtout d'étayer sa candidature par l'argumentaire que c'est l'homme qu'il faut en ce moment pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer sur le chemin du développement. Les cadres du RHDP de la région du NZI entendent multiplier les rencontres afin de maintenir le cap de la mobilisation jusqu'à la victoire du parti en octobre prochain. Une mobilisation aussi du côté du PDCI RDA, cette fois à Yamoussoukro. Le président du parti, Tidjane Thiam, invite les enseignants militants du PDCI RDA à porter le message de paix du parti. On voit cela avec Soro Corna. Ils sont plus de 5000 enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire et du supérieur, militants du PDCI RDA venus de toute la Côte d'Ivoire pour se retrouver à Yamoussoukro. Objectif de ce rassemblement, remobiliser les militants pour la présidentielle d'octobre 2025. Les 3 coordinations des enseignants, militants du PDCI RDA, ont été investis par le président du plus vieux parti du Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam. Les coordinateurs se sont engagés à investir tout le pays pour présenter la vision du PDCI RDA pour une Côte d'Ivoire développée et en paix. Les enseignants militants du parti septuagénaire ont réaffirmé leur engagement pour la victoire de leur candidat à la présidentielle d'octobre. À partir d'aujourd'hui, tout enseignant de Côte d'Ivoire se met forcément en mission. Aller dans les hameaux les plus reculés, prendre langue avec les militants, avec les parents et leur parler du projet du PDCI RDA. Nous sommes venus prendre notre feuille de route pour être en mission. Et évidemment, il a déroulé notre feuille de route jusqu'aux élections. Nous sommes à 8 mois des élections. On veut dire à tout le monde d'être sur le terrain de la mobilisation. Efficacement, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'arrêt. Le leader du PDCI RDA salue le dévouement et l'abnégation des enseignants à former des cadres de demain en dépit des conditions de travail souvent difficiles. Tidjane Thiam a mis en mission les coordinations d'enseignants du PDCI RDA. Je suis ici pour vous demander de vous mobiliser et pour vous mettre en mission. Porter nos idéaux et notre message dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque campement. Et surtout, le 25 octobre 2025, soyez dans chaque bureau de vote avec votre présence vigilante. Après cette cérémonie d'investiture, des délégations régionales et départementales des enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire et du supérieur, militants du PDCI RDA, seront installés à travers le pays. Toujours sur le terrain politique, Jean-Louis Billon annonce officiellement sa candidature à la présidentielle. Il s'est exprimé devant un collectif regroupant des mouvements de soutien et des associations de la société civile ce samedi à Yopougon. Ahmed Traoré. Ce qui était un secret des polichinelles est désormais officiel. Jean-Louis Billon déclare sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025.
En prélude à cette échéance électorale de première importance, il part à la conquête des électeurs. Face à ses sympathisants, il s'engage à contribuer activement à la construction de la Côte d'Ivoire. Faire en sorte que l'Ivoirien soit premier chez lui. Faire en sorte que dans tous les pans de notre économie, l'Ivoirien puisse dire « oui, c'est notre nation et ici, nous sommes les premiers ». Faire en sorte que lorsque l'on se présente à l'extérieur, on puisse dire « oui, ce peuple est fier. Nous avons les moyens de notre ambition. Nous avons les moyens de nous développer nous-mêmes. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. » Le collectif des mouvements de soutien et des associations de la société civile en faveur de Jean-Luc Billon voit en lui un candidat idéal pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous, mouvements et associations de la société civile, avons choisi de faire de vous notre mentor à l'approche des échéances pour le renouvellement des institutions de notre pays. Au rendez-vous de Yopougon, Jean-Luc Billon a affirmé qu'il sera candidat à la convention du PDCI RDA. Son objectif dans un premier temps est d'être le candidat de cette formation politique à la présidentielle à venir. Élection qui se tiendra exactement dans 8 mois. Autre volet de l'actualité à présent, le Qatar et la Côte d'Ivoire regardent dans la même direction à la faveur d'une visite d'une délégation d'hommes d'affaires ivoiriens conduite par le ministre des Affaires étrangères Léon Kakou Adom, avec à ses côtés la ministre Nasséné Touré à Doha au Qatar. Un important mémorandum d'entente a été signé entre les chambres de commerce ivoiriennes et qataries. Michel Digré a les détails. La délégation ivoirienne conduite par le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, reçue en audience par le Premier ministre qatari. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue la coopération entre les deux pays. Il a été réaffirmé la volonté du président Alassane Ouattara et celle de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamas, de travailler à leur intensification. Léon Kakou Adom en a profité pour adresser les remerciements du gouvernement ivoirien aux autorités qataries pour la signature et la ratification de 10 accords dans divers domaines. Le Premier ministre qatari a informé la délégation ivoirienne du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter le Forum économique 2025 Qatar-Afrique. Il a souhaité que ces assises soient le point de départ d'un partenariat accru entre les acteurs des secteurs privés ivoiriens et qataris. Lors de cette mission à Doha, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséné Touré, et la ministre d'État à la coopération internationale du Qatar ont exploré des possibilités de coopération dans les domaines de l'autonomisation des femmes rurales et celui de la protection de la petite enfance. On s'intéresse à présent à la clôture de cette rencontre conjointe d'Abidjan sur l'impact économique du logement en Afrique francophone. Des experts et partenaires venus de 10 pays ont réfléchi sur l'accès au logement social en Afrique. Une déclaration dite déclaration d'Abidjan énonce les recommandations de ces rencontres de haut niveau sur le logement en Afrique. Julien Gogo à Boussanogo. Après 2 jours de travaux meublés de panels et d'ateliers, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, préside la cérémonie de clôture des rencontres conjointes d'Abidjan. La mise en place de politiques sociales de logement avec un mécanisme de financement adapté. Voici la principale recommandation de la déclaration d'Abidjan sur l'impact économique du logement en Afrique francophone. La déclaration insiste particulièrement sur les infrastructures, l'accès au logement adapté, notamment pour les populations les plus démunies, que l'accès au logement doit engager toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur, déplore le manque de données, affaiblissant notamment la capacité des autorités à élaborer des politiques publiques. Programme d'urgence de 25 000 logements, restructuration du secteur avec des réformes majeures. Bruno Nabagné-Koné présente les acquis de la Côte d'Ivoire. L'ambition affichée en 2016
était très importante, atteindre 150 000 logements. Mais aujourd'hui, avec 40 000 logements produits, je vais dire le résultat est très appréciable avec cet appel d'Abidjan. La première chose, c'est la reconnaissance du droit au logement comme droit fondamental. Maîtriser le foncier ou l'accès au foncier, comment sécuriser le foncier, nous en avons fait un sujet de préoccupation important. Le deuxième aspect, c'est l'accès au financement. Bien évidemment, la réflexion va se poursuivre avec toutes les instances en charge de cette question. Chaque franc qui est investi dans le logement génère au moins 4 à 5 fois plus de valeur. Selon le directeur de l'organisme onusien de l'habitat, ces travaux ont permis de définir les mécanismes de financement des logements sociaux et en faire une priorité. Cette édition a vu la participation de 10 pays, majoritairement de l'espace UEMOA. Prenons la direction de Dimbokro. La sous-préfecture a un nouveau visage après l'incendie qui a détruit l'an dernier les locaux. La tutelle équipe cette administration de 1200 registres, 4 climatiseurs, autant d'ordinateurs et d'imprimantes et de photocopieurs. Godefroy Okamawa. En avril 2024, un incendie avait détruit de nombreux registres d'état civil à la sous-préfecture de Dimbokro. Ces équipements de bureaux et du matériel informatique, dont du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé, viennent soulager les autorités préfectorales qui travaillaient dans des conditions difficiles. Ils permettront également de reconstituer ces registres. Je tiens à exprimer au nom du conseil municipal et de toute la population de Dimbokro notre profonde reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour son engagement constant en faveur du développement de nos collectivités et pour la promptitude avec laquelle l'État a réagi face à cette situation difficile. Ce que vous représentez est un symbole, le plus grand symbole de l'État. Vous représentez dans vos circonscriptions son Excellence, Monsieur le Président de la République. À ce titre, tout doit être fait pour que votre autorité ne soit entachée d'aucune gêne. Et je suis convaincu que dans une synergie collective, une synergie d'action, et l'amour que nous avons chacun d'entre nous pour la Côte d'Ivoire, ces institutions du président de la République seront réalisées. Le sous-préfet et ses collaborateurs peuvent désormais travailler dans de bonnes conditions. La sous-préfecture avait été construite en même temps que d'autres bâtiments administratifs tels que la Poste et le commissariat de police en 1975, dans le cadre des cérémonies tournantes de la fête de l'indépendance. Les projecteurs de l'actualité braqués ce soir également sur un maître d'hôtel, je le dis en titre, personnage atypique, passionné par son travail, un collectionneur de pins, vous allez le voir. Il n'hésite pas à les accrocher tous sur son costume de travail. Cyprien ne manque pas non plus d'anecdotes. Coup de projecteur dans ce reportage de Astou Soro et Franck Quadio. Cadre cossi, décor boisé, dans ce restaurant élégant où chaque détail compte, un homme attire les regards depuis plus de 20 ans. Cyprien est maître d'hôtel, mais ce n'est pas seulement par son professionnalisme qu'il se distingue. Sa particularité, ce gilet barde de pins multicolores témoin de sa longue carrière. Dans les années 85, je voyais à la télé des gens en Europe qui mettaient des chapeaux, je voyais des pins dessus, ou bien des gilets, je voyais les pins dessus. Et ça m'a beaucoup impressionné. C'est comme ça que j'ai commencé avec les clients qui rentraient, qui venaient au resto. Je leur demandais les pins qu'ils avaient sur leur veston. Et ils ont commencé à me donner. Au fil des années, Cyprien a fait de cette collection de pins sa marque de fabrique. 2 gilets entièrement ornés de pins et le 3e déjà entamé. La symbolique d'un nouveau départ. Les gens qui voyaient, ils se disent, mais tu as déjà plein de pins, tu refais encore un gilet? Je dis, ben oui. Regardez les Jeux olympiques de France qui viennent de se passer. Déjà, ils m'en ont envoyé. Même la Coupe d'Afrique, on a joué tout récent. Les gens m'envoient des pins. Donc, c'est ma passion. Le général russe ou encore le commandant Apollo, autant de sobriquets affublés par ses collègues. Pour eux, il est bien plus qu'un simple maître d'hôtel. C'est tout le monde, les Blancs, tous ceux qui viennent, ils font des photos avec lui pour envoyer en Europe, partout. Il y a un monsieur qui est venu, il veut même prendre ses pins là, dans son gilet, il dit il veut lui donner 3 millions pour prendre son gilet. Voilà une petite histoire que je vais vous raconter. Il dit non, je ne vends pas le pin. 13h45, les premiers clients poussent les portes du restaurant. Sous le regard attentif de Cyprien,
La salle prend vie. Avec un sourire, ils les accueillent, leur proposent le menu du jour. Puis, direction la cuisine. 2 côtes de porc aux échalotes. Son accompagnement, c'est frites. C'est un direct, s'il vous plaît. Mon gilet, il a bien évolué. Moi, je viens depuis 1994 ici, donc je connais bien son gilet. Je l'ai bien vu évoluer. Ce sont au total plus de 400 pins collectionnés depuis 1985. Chaque épingle raconte une histoire, une rencontre ou une réussite. Cyprien doit cette impressionnante collection à toutes ces années passées au service de ses clients, collègues et amis. C'est les clients qui me mettent au-dessus de où je pense. Beaucoup me prennent pour le patron. Et bien voilà, donc... Avec ses gilets chargés d'histoire et son sourire généreux, Cyprien incarne toute une philosophie, transformer chaque jour de service en une aventure singulière. Et ce 3e gilet, encore en conception, promet de belles histoires. Voilà, dans l'univers de Cyprien, maître d'hôtel et collectionneur, un sujet signé Astou Soro et Franck Quadio. La campagne 2025 de la noix de cajou se prépare. Quelles sont les mesures prises pour assurer une commercialisation équitable et améliorer les conditions de vie des producteurs? Pour en parler, Hamza Diaby a reçu dans le magazine du dimanche à 13h Bessoro, PCA de l'Organisation interprofessionnelle agricole de l'Anacarde. Extrait. Le gouvernement ivoirien a déployer une politique de durabilité lors des réformes de 2013 qui sont axées, on va dire, sur 3 gros points. La production en termes de productivité et de qualité. Il y a également la transformation qui est aussi un élément créateur de valeur ajoutée, donc des richesses, qui répond également aussi à la question d'employabilité. Aussi un élément de régulation du marché intérieur. Il y a également la structuration de la filière, qui est financée par la filière elle-même pour la rendre plus compétitive sur le marché international. Et les institutions comme le FICA, le Conseil Coton Anacarde devraient se mettre ensemble pour multiplier les actions de sorte à pouvoir renforcer notre position en termes de prix CAF de référence Côte d'Ivoire par l'amélioration de la qualité. En dehors de ça, il y a la répression aussi, ça c'est du côté de l'État de Côte d'Ivoire. C'est de renforcer la répression à travers le contrôle au niveau des frontières. Sans oublier aussi que les pays producteurs d'anacarde qui se retrouvent au sein du CICC peuvent aussi prendre des mesures qui vont contre cette fraude. Sur 2025, il y a une projection de plus de 400 000 tonnes à transformer localement. Il faut aider l'ensemble des transformateurs, surtout les nationaux, à avoir accès au financement à coût réduit et puis surtout le transfert de la technologie, parce que la technologie de pointe, elle n'est pas faite localement, elle est importée. Donc du coup, un transformateur ivoirien serait peu compétitif par rapport à un transformateur vietnamien où la technologie est beaucoup plus développée. Sur 2025, il y a le Conseil Coton Anacarde naturellement avec l'appui, sinon l'assistance de notre interprofession qui travaille à mettre en place un système qui puisse permettre à l'ensemble des acteurs, sinon les producteurs qui ont des vergers vieillissants, à leur réhabilitation. L'Académie du civisme, une activité qui vise à former des citoyens modèles. L'encadrement des jeunes et la promotion des valeurs civiques est au cœur de l'initiative du préfet de la région de la Nawa, Kwamebi Kalou Clément, qui a officiellement lancé l'événement le vendredi dernier. Michel Mambo. L'Académie du civisme, une initiative du préfet de la région de Soubré, soutenue par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et les collectivités locales. Objectif, inculquer des valeurs aux jeunes et faire d'eux des citoyens modèles. Si nous voulons bâtir une société solide, il faut commencer à la base. On est parti de l'idée que si on a des académies de football, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'académie de civisme. Parce que c'est des enfants qui représentent l'avenir et qui doivent être le socle sur lequel nous devons bâtir notre nation. En compétition à cette académie, des élèves issus de 6 écoles de la région. Ils s'affronteront dans 3 disciplines, le théâtre, le slam et le génie en herbe, autour de thèmes liés à la société. L'indiscipline au sein des établissements scolaires, la violence dans les familles, le non-respect de la chose publique. Face à tous ces dérapages, le préfet, Kwamebi Kalou, décide de prendre le taureau par les cornes. Il ne suffit pas de créer des écoles, de construire des écoles, mais il faut se soucier de savoir ce que deviendront les apprenants qui sortiront de ces écoles. À cet égard, le Conseil a un regard tout à fait particulier
et accorde une attention particulière à l'initiative de M. le Préfet. En marge de la compétition, des ateliers de formation et autres séances de sensibilisation sont prévus afin de renforcer les capacités des jeunes et les préparer à être des acteurs de changement dans leur environnement. On poursuit dans l'éducation. La ville historique et touristique de Grand-Bassam a vibré au rythme du Waratour. La caravane de sensibilisation dédiée à la promotion de l'éducation Portos, portée par l'artiste-chanteur Abou Nidal de Genève. Les temps forts avec Davis Oyo. Waratour, édition 8, étape de Grand-Bassam. Va à l'école, concept de la caravane de sensibilisation et de dotation de kits scolaires aux élèves du préscolaire et du scolaire est en marche. 1000 élèves du groupe scolaire phare reçoivent des kits scolaires, un don des partenaires du Waratour pour le bonheur des apprenants et enseignants. J'ai reçu les cahiers de leçons avec les anciens géométries et les kits vont m'aider à mieux travailler à l'école. Je dis merci au Waratour parce que l'école est importante. Et je pense que le Waratour doit avoir encore plus de partenaires parce qu'en dehors des kits, les enfants aussi ont besoin d'autres biens. Le Waratour, une idée d'Aboubacar Doumbia, artiste-chanteur connu sous le sobriquet d'Abou Nidal de Genève. Alors nous battons pour une éducation inclusive. Nous sommes artistes, musique consommée par ces enfants-là, donc nous avons décidé d'apporter la valeur ajoutée à travers le divertissement, sensibiliser, éduquer, divertir et encourager ceux qui se démarquent au cours de l'année. Avec son triptyque éduquer, divertir et encourager, le Waratour est soutenu par Ibrahim Magassa, cadre du Sud Comoé, mécène culturel et parrain de la cérémonie. Le Waratour, c'est une bonne initiative dans le sens que il est dédié aux jeunes, il est dédié à nos enfants. Dès qu'ils passent l'étape du berceau, qu'ils rentrent à l'école primaire, c'est là qu'il faut leur apporter ce soutien-là. Et ça, c'est un des messages aussi du parrain Magassa, Ibrahim, encourager ce genre d'activité qui permet de structurer nos enfants et d'accompagner aussi le gouvernement ivoirien. Outre la promotion de l'éducation, le Waratour prône la santé et le respect de l'environnement, d'où le thème « Non au désordre urbain ». Autre temps fort, le don de 80 000 bons de permis de conduire aux acteurs du monde éducatif et aux jeunes. Une première dans le Waratour. À présent, le 7 sur 7, l'actualité internationale en une semaine. C'est avec Franck Kouadiou. Reprise de la deuxième phase des négociations avec Israël le lundi aux États-Unis. Le Hamas, selon des sources anonymes proches du mouvement islamiste palestinien, prêt à entamer les négociations. Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, a commencé dans ce pays une série de visites. Première étape, l'envoyé de Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. L'offensive du M23 la semaine dernière a causé d'énormes pertes en vie humaine dans la zone autour de la ville de Goma. Le bilan dressé par les Nations Unies ce mardi fait état de 3000 morts et 2000 rien que dans la ville. Les organisations humanitaires craignent la recrudescence d'épidémies dans la région. Donald Trump a multiplié les déclarations choc. Une des dernières ce mercredi, faire de la bande de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient, et ce en déplaçant les milliers de réfugiés et de populations vers l'Égypte pour céder l'espace à une vaste opération immobilière. Une proposition qualifiée de loufoque par bien d'observateurs. Au moment où Israël salue sa pertinence, l'Égypte, elle, se dit partante pour une reconstruction impliquant les populations restant sur place. Au sud du Soudan, l'heure est à la sonnette d'alarme. Plusieurs actions de violence cumulant un total de 80 morts depuis l'éclatement des combats de la semaine dernière entre le Kordofan Sud et l'État du Nil Bleu. Cette zone méridionale du Soudan est le théâtre d'un conflit opposant depuis avril 2023 l'armée aux paramilitaires des forces de soutien rapide FSR. Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret interdisant l'entrée aux États-Unis des agents de la Cour pénale internationale, reprochant à cette juridiction des actions illégales contre son pays et son allié Israël. En réaction, 79 pays ont protesté contre cette décision qui constitue un encouragement à l'impunité. Rappelons que la CPI avait enquêté sur des crimes de guerre présumés de soldats américains et d'Israéliens en Afghanistan et à Gaza.
Des combattants du Hamas ont libéré ce samedi des prisonniers israéliens, 3 otages israéliens contre 183 Palestiniens retenus par Israël. Les 2 camps s'accusent de mauvais traitements car plusieurs otages sont dans un état critique. N'empêche, ces actions sont saluées positivement. C'est par ailleurs le 5e échange depuis le cessez-le-feu entre les 2 parties entré en vigueur le 19 janvier dernier. Réunis en sommet en Tanzanie pour des solutions à la crise en RDC, les dirigeants africains se prononcent pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Le délai donné aux différents états-majors en conflit, 5 jours. Voilà, point final. Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.